Parfois, ce sont les personnes avec lesquelles nous travaillons dont il faudrait le plus se méfier. Dans cet épisode de Killers, petit meurtre entre collègues, un jeune homme né du mauvais côté de la barrière, prêt à travailler dur pour vivre le rêve américain. Il voulait toujours s'améliorer et aider les autres à être meilleurs. Mais sa générosité va se retourner contre lui et il devient l'homme à abattre. Cet individu avait un côté sombre et partout où il allait, les problèmes le suivaient. Je savais pas pourquoi il le détestait autant. Et quand un différend se termine dans un bain de sang, les enquêteurs se retrouvent face à deux suspects potentiels. C'était une exécution. 911, state emergency. There's blood everywhere. J'ai dit, oh mon Dieu, je me suis effondré par terre et j'ai crié, pourquoi? C'était un cauchemar. J'espérais que j'allais me réveiller. « 30 juin 2011. C'est la fin d'une journée de travail ordinaire à Fresno, une agglomération animée située en Californie. Fresno est une grande ville qui compte 500 000 habitants, sans sa banlieue. Et elle se trouve dans une région agricole. Mais à 23h30, le bureau du shérif reçoit l'appel d'une habitante paniquée. Des coups de feu ont retenti dans une maison située sur Alta Avenue. 911, state emergency. I was asleep and I heard something like bang, and I came out and there's holes in the wall. Okay. And he was in the shower. Have you checked on him? Does he have a pulse? No, I haven't checked. There's blood everywhere. Un adjoint est immédiatement envoyé sur place. Sur les lieux, il retrouve la femme qui a contacté les secours, Cynthia Sepulveda. Elle est en larmes et bouleversée. La victime qui était dans la douche était son petit ami, James Blanco, 39 ans. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. En entrant dans la salle de bain, l'adjoint du shérif a vu le rideau de douche par terre devant la baignoire, et l'eau coulait encore. Dans la baignoire gisait un homme nu et ensanglanté, allongé sur le dos. L'adjoint cherche un pouls, mais il est évident que la victime est morte. Il semblait avoir reçu une balle dans la tête. La vitre était brisée et il y avait plusieurs impacts de projectiles dans la salle de bain. Il appelle immédiatement des renforts, et un inspecteur de la brigade criminelle est chargé de l'enquête. Monsieur Blanco se trouvait dans sa salle de bain, il prenait une douche. Quelqu'un était posté dehors et l'attendait. Cet individu a tiré à travers la vitre et les balles ont touché la victime, qui est décédée. Il n'y avait pas de signe d'effraction et pas de traces de lutte. Le tireur est resté à l'extérieur et l'a abattu. Cynthia ignorait qui aurait pu en vouloir à ce point à son petit ami. Il n'avait pas du tout le profil d'une personne à être victime de ce type d'agression. James Blanco est né le 11 décembre 1981. Il a grandi à Daisy Park, un quartier situé dans le sud-est de Fresno. Notre père travaillait dans un cimetière et il était aussi pasteur. Notre mère était femme au foyer. Ils avaient eu 3 filles et 3 garçons. James était le petit dernier. Il était assez timide. Quand il était petit, il était un peu rond. Mais en grandissant, il a commencé à se sentir mieux dans sa peau. Et il est devenu très sociable. C'était quelqu'un qui se faisait des amis facilement. James fait de son mieux pour suivre l'exemple de ses parents et mener une vie honnête. Mais ça n'est pas toujours facile. Le sud de Fresno est une partie de la ville où vivent en majorité des hispaniques. Il y a de très bons restaurants et des quartiers très agréables. Mais cette zone est aussi connue pour la violence de ces gangs. Adolescent, il avait eu quelques problèmes. Il avait eu des démêlés avec la police et participé à des bagarres. C'est vrai que parfois on faisait des bêtises, mais au bout du compte, tout ce que notre mère et notre père nous ont inculqué, on l'a retenu, et James aussi. À un moment donné, il a décidé de se reprendre en main et de rentrer dans le droit chemin. Il s'est donc éloigné définitivement des activités et des personnes liées aux gangs. James était intelligent, il savait ce qu'il voulait, et il me disait toujours « Harvey, il faut que tu aies un but dans la vie. » Il était très responsable, il avait vraiment la tête sur les épaules, et il faisait ce qu'il disait.
Après le lycée, James est déterminé à réussir dans la vie. Il postule alors dans une entreprise de fabrication de matelas. Le seul poste que j'avais pour lui, c'était dans notre service de production de coton. Les conditions de travail étaient difficiles, il faisait très chaud et il fallait se salir les mains. Mais il faisait de l'excellent travail. Herb a vu quelque chose en James. Il a su qu'il avait le potentiel pour prendre la relève. Il lui a donné sa chance et a vraiment cru en lui. Il était très doué et le meilleur dans son service. Au bout de 2 ans, il est devenu responsable des achats. À seulement 24 ans, James est promu manager. C'était la première fois qu'un employé gravissait les échelons aussi rapidement. Il était exigeant et ferme. Il fallait que le travail soit bien fait. Il prenait ses responsabilités professionnelles très au sérieux. Il était le premier arrivé et le dernier parti. On disait tous que c'était un accro du travail. James n'oublie pas sa communauté. Il utilise sa position au sein de l'usine pour embaucher des jeunes qui cherchent à s'en sortir. Il était très reconnaissant à Herb de l'avoir pris sous son aile et appris un métier, et surtout de lui avoir donné une chance de faire ses preuves. C'est pour ça qu'il embauchait des gens qui auraient eu beaucoup de mal à trouver un travail ailleurs. Dans son quartier, beaucoup d'hommes avaient fait de la prison ou fait partie d'un gang. Alors il donnait une chance à ceux qui voulaient essayer de faire quelque chose de leur vie. Il aide même son frère Harvey à entrer dans l'entreprise. Quand j'ai commencé là-bas, James m'a appris beaucoup de choses sur la fabrication des matelas. Quand il vous montrait comment faire, il le faisait toujours avec passion. Il était très doué, il excellait dans son travail. C'était le genre de personne qui voulait toujours s'améliorer et aider les autres à être meilleurs. En 2011, grâce à sa situation professionnelle, James a les moyens de s'acheter une maison. De plus, il est récemment tombé amoureux. Il a rencontré Cynthia grâce à son frère Harvey. Ils fréquentaient la même église. Elle était mère célibataire et avait un petit garçon de 2 ans. Ils se sont plu immédiatement. Il était très amoureux. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Ça avait l'air très sérieux entre eux. Je pensais déjà à acheter une robe pour leur mariage. James semble vivre le rêve américain et son avenir s'annonce radieux. Je me disais que quand il serait temps que je prenne ma retraite, il pourrait prendre ma relève à la tête de mon entreprise. Ce serait lui qui la dirigerait. Mais tout prend fin lorsqu'il est froidement abattu dans sa propre maison. C'était insensé que quelqu'un en arrive à cette extrémité. Une personne a surgi de nulle part et lui a tiré dessus à travers la fenêtre de la salle de bain. C'était inimaginable. Son meurtrier a fait feu 9 fois et 5 balles l'ont atteint. Les enquêteurs essayaient de savoir ce qui s'était passé. Est-ce que c'était lié à un gang? Est-ce que c'était un cambriolage qui avait mal tourné? Avait-il été pris pour cible par hasard? Est-ce qu'un individu suspect avait été aperçu dans le quartier? Et bien sûr, la question la plus importante, qui l'avait assassiné? Cynthia Sepulveda déclare à la police qu'elle ne sait pas pourquoi son petit ami a été tué. Elle était dans tous ses états, bouleversée. Elle vivait un moment très difficile. Mais finalement, elle a réussi à retrouver son sang-froid et elle s'est calmée. La jeune femme a été entendue par les enquêteurs. James et Cynthia s'étaient rencontrés 1 mois auparavant. Ils avaient commencé à se fréquenter et c'était devenu très sérieux entre eux. Elle venait de coucher son fils de 2 ans et elle s'était assoupie. Ensuite, elle a été réveillée par des coups de feu. Ça l'a fait sursauter. Quand Cynthia a entendu quelqu'un tirer, elle s'est précipitée dans la salle de bain et a découvert le corps sans vie de Monsieur Blanco. La jeune femme a vite attrapé le téléphone pour appeler les secours. Elle n'avait aucune idée de l'identité de l'auteur des coups de feu. Les enquêteurs se concentrent sur la scène de crime, en commençant par la fenêtre. L'un des carreaux était cassé et la moustiquaire avait été arrachée. En examinant la fenêtre, on voyait bien que la vitre avait été brisée de l'extérieur. Sur la moustiquaire, il y avait une trace de poudre arrondie. Et il y avait aussi plusieurs trous indiquant que des balles l'avaient traversée.
Il était visible que l'arme avait été pressée contre la vitre. On avait retiré la moustiquaire et les balles avaient été tirées à travers la fenêtre. À l'extérieur, sous la fenêtre, la police retrouve dans un parterre de fleurs des douilles provenant d'un calibre 10 mm. C'était un élément supplémentaire indiquant que le tireur se tenait à cet endroit. Les douilles qui avaient été éjectées et atterries dans la terre se trouvant sous la fenêtre. Les balles retirées du mur correspondaient au calibre 10. Un projectile aussi a été découvert dans la baignoire. Tirer à travers la fenêtre ne lui avait pas suffi. Le meurtrier avait ôté la moustiquaire, passé sa main à travers la vitre brisée pour tirer d'encore plus près sur M. Blanco. Cela fournit une information capitale à la police sur le tueur. C'était un meurtre, mais aussi une exécution. Il n'avait pas été visé au hasard. À Fresno, à cause des gangs qui tirent depuis leur voiture, il y a des balles perdues. Là, c'était à bout portant. La violence de la scène de crime indiquait clairement une intention de tuer. Le but de cette fusillade, c'était de lui ôter la vie. Mais qui pourrait en vouloir à ce point à ce manager très apprécié dans l'usine qu'il emploie? Qui pouvait vouloir le tuer? Dans les heures qui ont suivi le meurtre, il n'y avait aucune piste dans cette enquête pour homicide. Les preuves matérielles étaient insuffisantes pour orienter la police vers un suspect potentiel. En dehors des douilles, le tireur avait laissé peu d'indices. Les agents de police sont allés interroger le voisinage. Et ils ont eu de la chance. Un habitant avait remarqué quelque chose. Un voisin avait appelé les secours pour dire « Je crois avoir entendu des coups de feu et des cris ». Certains quartiers à Fresno ont des taux de criminalité très élevés. C'est en partie dû au fait que personne n'appelle la police pour signaler un crime en cours. Dans ce quartier, les habitants se soucient de ce qui se passe. Et cette personne voulait s'assurer qu'aucun crime n'avait été commis près de chez elle. Des témoins ont dit qu'il y avait un véhicule garé dans la rue où habitait la victime. Il s'agissait d'un pick-up. Il était gris métallisé ou gris éteint. Et il faisait trop sombre, alors ils n'ont pas pu voir distinctement le conducteur. Le véhicule est parti en trombe juste après les coups de feu. Et en face de la maison de James, les enquêteurs découvrent un indice qui les aidera peut-être à identifier le tireur. Il y avait des traces de pneus, mais c'est tout ce qu'ils avaient. Ils ont photographié les marques de pneus, espérant les comparer ultérieurement à un véhicule. Pendant ce temps, Cynthia doit annoncer la terrible nouvelle à la famille de James. J'ai lâché mon téléphone. Je pouvais plus parler. J'étais désemparé. Ça m'a terrassé. Ma mère était en état de choc. La nuit a été horrible. Quand ils ont appris la nouvelle, ils se sont rassemblés devant le domicile de James. À ce stade, la police avait sécurisé tout le quartier. Il y avait déjà les cordons de la police. J'ai dit « Oh mon Dieu !» Je me suis effondré par terre. J'ai crié « Pourquoi ?» Je comprenais plus rien. J'étais anéanti. La nouvelle du drame se répand rapidement dans la communauté. Et tous ceux qui connaissaient la victime se posent la même question. Pourquoi quelqu'un aurait voulu faire du mal à James? Pourquoi lui? Ça a été la pire journée de ma vie, parce que c'est moi qui devais prévenir les gens qui arrivaient au travail. Nos collègues étaient bouleversés. Ils avaient du mal à y croire. Je ne comprenais pas. On n'est jamais préparé à ce genre de tragédie. James Blanco était apprécié de tout le monde, à l'exception d'une seule personne. J'aurais jamais imaginé que ça pouvait arriver. Je pensais pas qu'il ferait ça. Cela fait plusieurs heures que James Blanco a été abattu dans sa salle de bain. Et les enquêteurs tiennent peut-être une piste. Le meurtre de M. Blanco a suscité la colère des habitants. C'était quelqu'un de bien. Il donnait du travail, de bons postes aux jeunes de sa communauté. La plupart des membres de sa famille se sont rendus chez lui. Et Harvey a déclaré qu'il savait peut-être qui avait tué son frère. En gros, il a dit « Tout le monde appréciait mon frère. Tout le monde l'aimait. Sauf une personne. »
Harvey Blanco soupçonne Raphaël Apolinar, 22 ans, un ancien employé de l'usine de matelas. Ils m'ont demandé qui il était et pourquoi je le soupçonnais. Raphaël Apolinar a grandi à Daisy Park, comme James Blanco. Mais lui n'a pas tourné le dos aux gangs. Il a adopté leur style de vie. Je crois que quand on grandit dans un quartier où règnent les gangs, on tombe facilement dedans. Il a grandi dans cet univers. C'était sa vie. Contrairement à James, Raphaël avait manqué de repères quand il était jeune. Et à l'âge adulte, il a continué dans la même voie. Il n'a pas changé. À cette époque, nous savons qu'il avait une petite amie. Il avait une relation, mais pas d'emploi. La vie de Raphaël prend un nouveau tournant quand quelqu'un parle de lui à James Blanco. L'un de nos voisins lui a recommandé un jeune en difficulté. Un gamin qui avait besoin d'un coup de pouce. Lui donner un travail, ça pouvait l'aider à s'en sortir. Et lui permettrait d'ouvrir un compte en banque, ce genre de choses. En tant que manager dans l'usine de matelas, James avait la possibilité de donner à des individus comme Raphaël une chance de reprendre leur vie en main. Je crois que James Blanco a pris Raphaël Apolinar sous son aile. Parce que lorsqu'il regardait ce jeune homme, il se revoyait à son âge. Il pensait qu'il pouvait le changer et que par le travail, il trouverait sa place au sein de la société. Monsieur Blanco a choisi de lui donner sa chance de devenir son mentor. En lui donnant du travail, il voulait lui montrer qu'il pouvait gagner sa vie honnêtement. C'est une entreprise qui s'enorgueillit d'aider les gens qui ont fait des bêtises par le passé. Raphaël était l'un d'eux. Mervet dit à la police que le jeune homme se conduisait comme s'il faisait toujours partie d'un gang. Il n'avait pas du tout changé de mentalité. En l'observant, on voyait qu'il se prenait toujours pour un caïd. La façon dont il jurait, dont il s'exprimait, l'argot qu'il employait. On aurait dit qu'il était toujours dans un gang, ça faisait partie de lui. Il travaillait correctement, mais pas tout le temps. Il était têtu et prenait mal les remarques. Il voulait faire les choses à sa façon. Mais au travail, il faut suivre les consignes. Il avait du mal avec l'autorité et ça a causé des problèmes dans les différents services où il a travaillé. En dépit de son comportement, Harvey dit que son frère refusait de baisser les bras. James l'a conseillé plusieurs fois. Il n'y avait pas d'animosité entre eux. Un jour, il a marché sur un matelas. Alors mon frère l'a appelé dans son bureau et lui a demandé « Pourquoi t'as fait ça ?» Et il a simplement répondu « Parce que ». C'est la seule réponse qu'il a donnée. C'était peine perdue. Ils l'ont changé de service pour un autre, essayant de lui trouver un poste qui lui correspondrait, où il se sentirait bien. Il a travaillé dans le service où on transforme le coton, ensuite au garnissage des matelas et après aux expéditions. James a donné à Raphaël plus de chance qu'à n'importe quel autre employé. Malheureusement, rien ne fonctionne. Raphaël était un fauteur de troubles. Il se moquait qu'on lui ait donné sa chance. Plutôt que d'en tirer profit, il n'en faisait qu'à sa tête. Il a fini par atterrir dans un service qui était une sorte de voie de garage pour les employés qui avaient du mal à s'intégrer. Et un jour d'avril, en 2011, Raphaël finit par aller trop loin. Il a eu une altercation physique avec un collègue. Son superviseur a donc été obligé d'en informer M. Blanco. Il ne prenait pas son travail au sérieux et il n'essayait pas de faire ses preuves. Puisqu'il ne faisait aucun effort, James a dû se rendre à l'évidence qu'il ne pouvait pas l'aider. Après l'avoir soutenu pendant 1 an, James est obligé de licencier le jeune homme. Il est parti sans incident. Il se doutait de ce qu'il attendait de toute façon. Et James m'a dit que ça s'était bien passé. Il n'y a pas eu de dispute. Ils n'en sont pas venus aux mains. Monsieur Apolinar a quitté les locaux calmement. J'ai même pas su quand il était parti. C'est quelqu'un qui m'a appris la nouvelle. Je me suis dit que ça devait finir par arriver. C'était sûr qu'il n'allait pas rester. 3 semaines plus tard, Raphaël trouve un autre emploi.
Le principal défaut de Raphaël, c'était son manque d'éducation, ses bonnes manières en société. En fait, il n'en avait pas. Donc, il s'est trouvé un travail qui correspondait mieux à sa personnalité. Il est allé travailler dans une entreprise de livraison de meubles. Et d'après ce qu'on m'a dit, il gagnait plus d'argent et avait de meilleures conditions de travail qu'ici. Mais si Raphaël n'en voulait pas à James de l'avoir congédié, pourquoi Harvey pense-t-il qu'il est le meurtrier de son frère? Je n'aurais jamais imaginé ça. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était capable de faire une chose pareille. J'étais choqué. Je n'avais pas vu ça en lui. Selon Harvey, même s'il avait trouvé un autre travail, il n'avait pas apprécié d'être licencié. Il savait que M. Apollinaire en voulait à son frère. Il l'avait personnellement entendu se plaindre de lui. Harvey Blanco dit que quelques heures avant le meurtre, il était devant la maison de sa mère avec des amis quand Raphaël est arrivé dans son pick-up. Il avait une bière dans la main. Il m'a vu et je me suis dit « Ah là, c'est sûr, ça sent les problèmes. » Il était saoul et très contrarié d'avoir été mis à la porte par mon frère. Il m'a dit « Il se prend pour qui, ton minable de frère? Il fait comme si sa mère n'avait pas d'odeur ?» Pour on ne sait quelle raison, il était toujours en colère parce qu'il avait été congédié. Raphaël est décidé à déclencher les hostilités, mais Harvey fait son possible pour le calmer. Je me suis dit que c'était l'alcool qui parlait. Il était sacrément éméché, il était saoul. Il se défoulait. Je me doutais pas de ce qu'il avait en tête. Harvey n'est pas entré dans son jeu et a décidé de partir. Il s'est dit que quand Raphaël se retrouverait seul, il se calmerait. Je voulais pas appeler mon frère pour lui dire « Salut, frangin, j'ai croisé Raphaël, méfie-toi de lui. » Il avait pas besoin de ça. Et voilà ce qui est arrivé. Quelques heures plus tard, James a été criblé de balles. Et Raphaël semble le seul à avoir un mobile. Son pick-up correspondait à la description du véhicule qui avait été vu garé près de la maison de James le soir du meurtre. Alors, les enquêteurs se sont intéressés à lui. Ça ne pouvait être que lui. C'était évident. La façon dont ça s'est passé. La petite altercation qu'on avait eue plus tôt. Ces menaces. Pour moi, c'était le principal suspect. Pendant que les enquêteurs traquent Raphaël, le médecin légiste termine l'autopsie de la victime. Certains éléments suggèrent que finalement, James a peut-être vu le tireur. Il a fait feu 9 fois et l'une des balles l'a touché à l'épaule. Une autre a touché un os dans son dos et a éclaté. Un morceau est ressorti au niveau de son cou et un autre au niveau de sa tête, ce qui l'a tué instantanément. Selon la trajectoire et l'angle des blessures par balle, James était recroquevillé dans la baignoire pour essayer de se protéger. Mais le tireur a passé son bras par la vitre pour avoir un meilleur angle. Le tueur avait une cible bien précise. C'est cet homme qui était personnellement visé. C'était une vengeance. Quelques jours plus tard, les enquêteurs retrouvent le suspect. Ils l'ont contacté et ils lui ont dit vouloir l'interroger. À leur grande surprise, Raphaël a coopéré sans problème. Mais il a nié être impliqué dans le meurtre. Il a déclaré « Ouais, j'aime pas ce mec. Il m'a viré. » Il se la racontait. Il se croyait mieux que tout le monde. J'imagine qu'il a dû leur dire qu'il dormait, qu'il était chez lui toute la soirée et que sa copine pouvait le confirmer. À ce stade, la police n'a aucune preuve pour inculper Raphaël de meurtre. Il est donc libre de repartir. Les enquêteurs avaient un mobile potentiel pour expliquer le geste de M. Apollinaire. Et son pick-up correspondait à la description du véhicule aperçu près de la scène de crime. C'était peu et il ne voulait pas se précipiter. Ils avaient peu d'indices et l'interrogatoire du suspect n'ayant rien donné, rien ne le reliait à la scène de crime. Ils n'avaient même pas assez d'éléments pour un mandat de perquisition. Plusieurs semaines passent et l'enquête est dans l'impasse. La famille et les amis de James commencent à douter que son meurtrier soit traduit en justice.
On essayait de rester en contact avec les enquêteurs, mais c'était difficile. Le dossier a fini par prendre la poussière dans un coin. Ils ne s'en occupaient plus. Ils n'enquêtaient même plus. C'était frustrant de se dire qu'il allait peut-être s'en tirer, qu'il pourrait échapper à la justice et être libre de se promener dans nos rues. Il pouvait recommencer. Puis le 2 août, 5 semaines après le meurtre, un jeune homme nommé Andrew Macias se présente au bureau du shérif du comté de Fresno. Ses déclarations relancent l'enquête. Andrew avait 18 ans. Il venait du même quartier et il connaissait très bien James. Mais ce n'était pas ça qui le reliait à cette affaire. Andrew et Raphaël avaient été membres du même gang. Ils étaient amis. Il a fait une révélation très importante. Il a déclaré que Monsieur Apolinar était l'homme qui avait tué James Blanco. Il a dit qu'il se trouvait avec Raphaël le soir où James avait été tué. En fait, il l'avait accompagné pendant cette soirée. Andrew dit aux enquêteurs que le soir de la fusillade, Raphaël l'a appelé pour lui proposer d'aller à une soirée. Il lui a dit « Hey, ça te dit de sortir avec des nanas ?» Comme il était un peu plus jeune que Raphaël, il lui a répondu « Ouais, carrément. Je suis partant. » Quand Raphaël est passé le prendre, il lui a dit « J'ai un truc à régler vite fait avant. » Il n'a pas expliqué ce qu'il avait à faire ni où ils allaient. Mais il s'est rendu non loin de la maison de James Blanco et s'est garé dans sa rue. Andrew a dit que Raphaël s'était garé près de chez lui, a éteint ses phares et après, il a sorti une arme. Le jeune homme prétend être resté dans la voiture pendant que son ami se dirigeait vers la maison. Il n'a donc pas vu ce qu'il s'est passé ensuite. Il a entendu plusieurs coups de feu. Ensuite, M. Apolinar est revenu en courant à sa voiture et a menacé M. Macias. Il lui a dit de ne parler de ça à personne. Lui savait seulement qu'il y avait eu une fusillade. Il ignorait que c'était M. Blanco qui avait été tué. Andrew accepte d'aider Raphaël à se débarrasser des preuves. Il a donné son sweat à M. Macias et il lui a dit de le jeter ou de le laver, quelque chose dans ce genre. Il lui a aussi donné son arme pour qu'il s'en débarrasse. L'enquêteur lui a demandé à qui il l'avait donné, mais nous n'avons pas pu remettre la main dessus. En fait, le pistolet n'a jamais pu être retrouvé. Si Andrew était d'accord pour couvrir son ami, pourquoi décide-t-il maintenant de tout avouer à la police? Je pense qu'Andrew devait se sentir coupable. Ce qu'il avait fait devait le travailler. En fait, c'était un ami de notre famille. Très proche même. Il habitait le quartier et les gens parlent. Alors il avait peur que ça finisse par se savoir. Mais quand les enquêteurs arrêtent Raphaël, sa version des faits est totalement différente. Cela fait un mois que James Blanco a été tué et l'enquête est dans une impasse. Mais un témoin vient d'avouer aux enquêteurs qu'il se trouvait avec le tireur présumé, Raphaël Apolinar, au moment du meurtre. Andrew Macias avait très peur parce qu'il était dans le véhicule avec Raphaël. Et il a dit qu'il ne voulait pas plonger pour un truc qu'il n'avait pas fait. Alors il est allé voir les inspecteurs chargés de l'enquête et il leur a dit tout ce qu'il savait. Son témoignage permet à la police d'obtenir un mandat de perquisition pour le domicile et le pick-up du suspect. Raphaël Apolinar est interrogé une seconde fois. C'est quelqu'un de méprisant. Il se moquait des inspecteurs, il les provoquait et les prenait de haut. Now's the time to explain, in your own words, why this had to happen. Why? Is taking somebody's life that easy for you? No, I'll tell you when I do it. Well, now's the time to tell him, because you did it. Les enquêteurs confrontent Raphaël aux preuves, mais il ne flanche pas. So even though Andrew explains in detail what happened that night, you deny that you were involved. And that Andrew is lying to us.
I guess, yeah. Raphaël s'en est tenu à sa première déposition, à savoir qu'il était avec sa petite amie ce soir-là. Passed out. And you snuggled up with your girlfriend. Yeah. And she's going to be right there by your side to verify that story. Right? Puisqu'il a nié toute implication dans le meurtre de James, les inspecteurs ont mis fin à l'interrogatoire. La police de Fresno garde Raphaël en détention pendant que d'autres agents vont interroger sa petite amie. Ils sont allés lui parler, et évidemment, elle a fourni un alibi à Raphaël. Il avait passé la nuit avec elle. À un moment donné, elle a quand même déclaré qu'il était possible qu'il soit parti pendant un moment, puis revenu sans qu'elle s'en rende compte. Mais elle a insisté en disant qu'il était avec elle et qu'il n'avait pas pu faire ça. Ils étaient convaincus que c'était le tireur, mais n'avaient pas de preuves solides contre lui. L'unique témoin avait appartenu à un gang, et dans un procès, ce genre d'individu n'est pas très crédible. Mais quelques heures plus tard, Raphaël décide soudainement de coopérer. Monsieur Apolinar était dans sa cellule quand il a voulu revoir les enquêteurs. Il leur a dit qu'il avait des informations à leur communiquer et qu'il ne serait pas déçu. Raphaël a finalement avoué s'être rendu chez James ce soir-là, mais ce n'était pas lui qui l'avait criblé de balles. Le suspect prétend qu'il avait beaucoup bu et décidé d'aller donner une leçon à son ancien employeur qui l'avait licencié. Il a quitté discrètement l'appartement de sa petite amie et obtenu une arme par quelqu'un. Mais ce qu'il comptait en faire n'était pas très clair. It wasn't a full plan. It was just like, oh, I'm just gonna shoot him real quick. But you're saying you don't want to kill him? No, not kill him. Like I said, I didn't like the guy, but I didn't hate him. En fait, il s'est incriminé tout seul. Il a reconnu qu'il avait bien une arme sur lui et qu'il s'est rendu chez James Blanco. Qu'il est allé là-bas avec l'idée de lui tirer dessus ou au moins lui faire peur. Why would you want to do that, though? Because he tried to act like he was better than everybody. You mean? Because he made it, I guess. In his mind, he made it, you know? Raphaël Apolinar croyait sincèrement que James Blanco avait ses préférences parmi les employés. Et comme il n'en faisait pas partie, ça ne lui a pas du tout plu. Andrew accepte d'être son complice dans cette expédition punitive. I was already taken off. I was like, I want to go shoot James. And he was like, I'm down, I'm down. I was like, all right, cool. And then we went over there. Il a dit s'être garé de l'autre côté de la rue et a donné le pistolet à Andrew pendant qu'il enfilait des gants, pour ne pas laisser ses empreintes. Mais Raphaël a remarqué une voiture suspecte garée devant la maison de James. Alors il a renoncé. Alors qu'il était dans son véhicule à la dernière minute, Raphaël est revenu à la raison et il s'est dit « Mais je suis fou, quoi. Pourquoi je ferais ça ?» En revanche, son ami n'aurait pas hésité. Selon Raphaël, Andrew tenait l'arme. Il était venu pour tirer sur quelqu'un et c'est bien ce qu'il comptait faire. Il a déclaré que c'était Monsieur Macias qui avait appuyé sur la détente. Mais quel pouvait être le mobile d'Andrew pour avoir commis ce meurtre? Selon Raphaël, il en voulait à James de n'avoir jamais voulu l'embaucher. Andrew Macias lui avait demandé plusieurs fois de lui trouver un poste dans l'usine de matelas. Enfin, c'est ce qu'il aurait raconté à Raphaël Apolinar. Il était énervé parce que cet homme qui dirigeait l'entreprise ne lui avait jamais donné de travail, alors qu'en plus il était un ami proche de la famille. C'est pour cette raison qu'Andrew Macias aurait décidé d'aller jusqu'au bout et de lui tirer dessus. À ce stade, la police s'est retrouvée avec 2 anciens membres de gang qui admettaient leur présence sur la scène de crime, mais qui s'accusaient mutuellement. Cependant, les inspecteurs doutent énormément de la version de Raphaël.
Il n'y avait jamais eu d'animosité entre Andrew et James. Alors ça n'avait aucun sens que M. Macias ait tiré sur lui. Les déclarations de M. Apolinar accusant Andrew paraissaient peu crédibles. Si M. Macias l'avait tué, pourquoi serait-il venu parler à la police? S'il était réellement coupable, quel aurait été son intérêt à apporter son aide et fournir des informations? Il était plus logique que ce soit Raphaël qui ait tué James, étant donné que c'est lui qui avait un mobile. Alors même s'il a accusé Andrew, c'est lui qui a été inculpé de meurtre. Le 10 août, la police fouille le pick-up du suspect. Malheureusement, elle ne découvre aucune preuve. Non loin des lieux du drame, ils avaient relevé des traces de pneus qui correspondaient à ceux du véhicule de Raphaël. Mais c'était un peu léger pour le relier à la scène de crime. C'était un modèle très courant et les pneus n'avaient pas de caractéristiques particulières. De plus, ils n'ont trouvé aucun résidu de poudre ou de munitions. En revanche, les enquêteurs découvrent une pièce à conviction au domicile du suspect. Chez lui, la police a trouvé des gants sur lesquels il y avait des résidus de poudre. Ça faisait un lien avec ses déclarations. Il avait dit détenir une arme, donc les éléments s'accumulaient contre lui. Mais au moment du procès, une surprise de dernière minute va peut-être permettre à Raphaël de ressortir libre du tribunal. Le témoin clé de l'accusation n'est pas venu. Était-il le tireur ou pas? Le 12 avril 2016, 5 ans après le meurtre de James Blanco, le procès de Raphaël Apolinar s'ouvre. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles plusieurs années peuvent s'écouler avant l'ouverture d'un procès. Et pour les familles des victimes en particulier, qui attendent que justice soit rendue, c'est éprouvant. C'était difficile. L'attente du procès était interminable. Je compatissais avec la famille. J'avais beaucoup de peine pour eux. C'était très frustrant. On avait envie d'en finir. On avait perdu notre petit frère. On essayait de s'en remettre, d'aller de l'avant. Brian Hutchins, le procureur, décrit Raphaël comme un jeune homme en colère qui considérait que James lui avait manqué de respect en le licenciant. Il pensait vraiment qu'il n'aurait pas dû le mettre à la porte parce qu'il venait du même quartier. Il avait la mentalité des gangs. Il pensait de la même façon. Je suis un dur, t'as pas intérêt à me manquer de respect. En fait, c'est souvent une histoire d'ego. Dans son esprit, c'était si tu me vexes, si tu me parles mal, attention aux représailles. Il était consumé par la rage, il ne s'en détachait pas et il l'entretenait. D'ailleurs, la déposition de Raphaël prouve qu'il avait l'intention de se venger. Il avait admis avoir voulu tuer M. Blanco. Donc, il avait un mobile, la vengeance. Ensuite, il y avait une scène de crime très violente et des résidus de poudre sur ses gants. Pour finir, il s'était rendu là-bas avec une arme dans l'intention d'abattre M. Blanco. Il n'avait pas seulement un témoin qui pouvait attester de sa présence sur les lieux, celui-ci avait aussi admis l'avoir aidé. Quand on relie tous ces éléments, il devient évident que M. Apolinar est coupable. Mais lorsque l'accusation appelle Andrew Macias à la barre, le témoin est introuvable. Il avait disparu. On lui avait envoyé une assignation, mais il se cachait quelque part. On n'avait pas réussi à le localiser. On savait qu'il craignait pour sa sécurité. La question c'était, Raphaël avait-il fait en sorte qu'il ne puisse pas venir témoigner? Ou était-ce Andrew qui avait menti depuis le début et mis le meurtre sur le dos de l'accusé? Son absence a fragilisé notre dossier. Son témoignage aurait permis d'étayer notre version des événements. Du coup, les jurés ne pouvaient pas prendre ses déclarations en considération et ils allaient certainement spéculer sur sa culpabilité éventuelle. La défense saisit cette occasion pour faire témoigner Raphaël. À la barre, il s'en tient à sa version et affirme que c'est Andrew qui a abattu James Blanco. J'avais peur qu'il arrive à faire douter le jury et qu'il ne soit pas condamné.
On peut dire que son avocat a fait du très bon travail en essayant de convaincre le jury de son innocence. C'était très stressant de ne pas savoir quel serait le verdict. On n'avait aucun moyen de le savoir. En gros, la version de Raphaël, c'était que les membres d'un gang se soutiennent toujours, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi, quand il a renoncé à tirer sur James Blanco, Andrew l'a fait à sa place. Mais cela n'explique pas la présence de résidus de poudre sur les gants de l'accusé. Il aurait très bien pu s'agir d'un transfert. Mais là, dans ce cas précis, la quantité de résidus de poudre était trop importante. Donc ce scénario n'était pas plausible. Les jurés délibèrent pendant 6 heures avant de parvenir à un verdict. Le jury n'était pas unanime. C'était à 8 voix contre 4. Donc cela voulait dire que 4 personnes dans ce jury étaient indécises. Elles n'étaient pas convaincues, au-delà de tout doute raisonnable, que Raphaël Apollinaire avait tiré. Le jury n'a pas pu se mettre d'accord pour savoir si Raphaël était le coupable ou si c'était quelqu'un d'autre qui avait commis ce meurtre. Andrew, par exemple. Cependant, l'accusé n'est pas acquitté de tous les chefs d'inculpation. Monsieur Apollinaire avait reconnu s'être rendu là-bas armé pour tirer sur Monsieur Blanco. Ça, il fallait le condamner. Il n'a pas compris qu'il n'était pas indispensable d'appuyer sur la détente pour être condamné pour meurtre avec préméditation. L'intention de tuer surpasse tout autre élément en considération. Raphaël a été reconnu coupable et condamné à perpétuité avec 25 ans de prison minimum. Quand finalement, on a entendu le verdict et sa condamnation, ça a été un immense soulagement. Ce type allait enfin payer pour son crime. Tout le monde a été soulagé à l'issue du procès. Mais personnellement, je trouve que sa condamnation aurait dû être beaucoup plus sévère. C'était un meurtre prémédité. Si le jury avait été sûr à 100% que Raphaël était le tireur, il aurait écopé de 25 années de plus. Un jeune homme blessé dans son ego a ôté la vie à l'un des membres les plus importants de sa communauté et brisé 2 familles. Il n'y a pas que les Blanco qui ont perdu quelqu'un. Il y a aussi la famille Apollinaire. Ce sont 2 mères qui pleurent leur enfant. Cette histoire est tellement tragique. Il a suffi qu'une personne prenne une mauvaise décision et 2 vies et 2 familles ont été détruites. Bien que justice ait été rendue, James Blanco manquera toujours à tous ceux qu'il aimait. Ça ne nous a pas ramené James. Encore maintenant, il y a des jours où je reste assis dans ma voiture et je lui parle à haute voix. Je lui dis qu'il me manque. Il aimait sa famille et ses collègues, et moi je l'aimais énormément. Je pense qu'il avait beaucoup d'affection pour moi et qu'il devait me voir comme une figure paternelle. James était comme mon fils et j'avais de grands projets pour lui. Il était tout pour moi. C'est ce que j'ai écrit dans une lettre à Raphaël. Je lui ai dit, j'ai pas pu t'empêcher de nous l'arracher et je te hais pour ça. Mais je veux aussi te dire que je ne veux plus te détester. Je veux te pardonner.